Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes aussi, je le rappelle, signataire des accords de Matignon et de Nouméa. Et vous avez assisté récemment à la convention des partenaires qui se tenait à Matignon le 28 octobre dernier. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette réunion? Est-ce qu'elle était utile? Oui, je pense qu'elle était utile. C'est vrai que je me suis beaucoup interrogé sur le point de savoir si nous devions nous y rendre, mais finalement, je pense que ça a été utile par le seul fait que la Première ministre, dans son intervention liminaire, nous a indiqué que le gouvernement, mais bon, c'était pas un scoop, puisque le chef de l'État nous avait dit qu'à l'issue du troisième référendum, la Nouvelle-Calédonie resterait donc française. Donc Madame Borne nous l'a confirmé. Et les travaux se sont engagés sur cette base. Néanmoins, j'ai été quand même un peu surpris, pour tout vous dire, parce que j'ai bien compris qu'on voulait effacer les signataires de l'histoire. Donc c'est plus un comité des signataires, il s'agit d'une convention des partenaires. Vous aviez été invité comme Sauf signataire quand même. Certes, oui, mais enfin, bon, c'est presque accessoire. Et convention des partenaires, j'ai eu beau rechercher autour de la table les partenaires, je ne les ai pas trouvés. Je sais pas ce que c'est qu'un partenaire. De quoi d'ailleurs, j'en sais rien, puisque l'accord de Nouméa est fini. Donc on est là en suspension, mais peut-être que ça rassure les uns et les autres d'avoir participé à cette convention dite des partenaires. Partenaire, vous le dites, il manquait au moins l'un des partenaires locaux, les indépendantistes n'étaient pas là, donc c'est tout de même pas satisfaisant, ça n'a pas pu déboucher sur grand-chose, la mise en place de groupes de travail pour préparer éventuellement un futur statut. C'est purement, vous savez, ça a une connotation très administrative, hein. Les groupes de travail, ça n'engage à rien, et pour un certain nombre d'acteurs, ils ont l'impression de servir à quelque chose. Moi je retiens quand même une disposition essentielle dans ces groupes de travail, c'est le groupe Nickel. Souvent, j'ai eu l'occasion de dire sur votre antenne, et puis dans beaucoup de milieux, que le nickel, l'industrie du nickel, est au centre de tous les enjeux en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait des décennies que ça dure. Le fait qu'il y ait un groupe nickel, un groupe de travail, et d'ailleurs je pense qu'il sera installé à Paris, ça veut dire peut-être tardivement, mais que maintenant chacun est conscient du rôle essentiel que joue l'industrie minière et métallurgique en Nouvelle-Calédonie. Ce que je regrette, c'est que pendant toutes ces dernières années, on a opposé la doctrine du Nord à celle du Sud et je ne sais quoi encore. Eh bien, tout ça, c'est mortifère. Il ne peut y avoir qu'une stratégie globale en Nouvelle-Calédonie, s'agissant de l'industrie et de l'industrie du nickel et des exploitations minières. Et, bien sûr, vous aurez compris que l'État devra jouer un rôle déterminant. L'État a sauvé l'exploitation du Sud. La question se pose aujourd'hui de l'avenir de la SLN, tout le monde le sait, et surtout de KNS. Hein. Alors ça, cette décision qui a été prise concernant le nickel, c'est vraiment une décision stratégique et c'est un point essentiel pour l'avenir. Vous allez vous associer au travail de ce groupe sur le nickel? Bon, ben, j'espère. Alors vous le disiez, hein, on est déjà à plus de 11 mois après le troisième référendum, on a l'impression d'être un peu dans une impasse. Hein. Les Calédoniens ne savent plus trop où ils en sont. Est-ce qu'on est sorti de l'accord de Nouméa, oui ou non? Et sinon, comment on en sort? C'est un petit peu la question qu'on entend régulièrement. Oui, on est sorti de l'accord de Nouméa, moi j'entends ça régulièrement, l'accord de Nouméa, enfin bref. Je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui. C'est vrai que on est sorti de l'accord de Nouméa, néanmoins il continue à produire ses effets, et ce sont les effets les plus néfastes aujourd'hui que l'on subit. Moi j'ai une image aujourd'hui. La Calédonie, c'est un bateau, là. On a l'habitude de dire que c'est un porte-avions. Hein, c'est un bateau, et il est en train de couler, là. Hein, et on n'en est plus maintenant à essayer de colmater les brèches. Il faut reconstruire la coque. Alors, c'est pas avec l'accord de Nouméa qu'on y arrivera. Une page est tournée.
La question aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on fait après. Comment vous dire ? Je pense que l'issue de l'accord de Nouméa, c'est le processus référendaire. C'est la fin du processus référendaire. Vous savez que pendant trop d'années, j'essayais de convaincre, et à Paris et ici, qu'il était de notre responsabilité de contourner ces référendums. Personne n'a voulu m'entendre, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on est revenu à la case départ. Il y a eu trop de campagnes électorales, trop de conflits, trop de déclarations violentes, et on en est revenu à la case départ. Case départ, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin des années 80. Les années 80. Pour moi, c'est hier. Pour une génération, on n'a pas connu ça. Il n'empêche que on se retrouve exactement dans la même situation, avec heureusement les fusils qui ne sont pas sortis. Donc il faut agir, et agir rapidement. Là, vous avez des solutions pour sauver le navire qui est en train de couler ? Écoutez, il faut déjà faire un constat. Qu'avons-nous fait pendant ces 30 années, depuis 1988, où on est arrivé ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Je pense que oui. Je rappelle que en 1988, il y a eu des événements dramatiques, des morts, et nous étions au bord de la rupture. Mais avant que l'irréparable n'arrive, nous avons choisi la voie du pardon, de la réconciliation, de la paix. Je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent que la paix, ce n'est pas quelque chose d'acquis. La paix, elle n'est pas naturelle. Dans l'humanité, les hommes sont toujours en opposition. Donc la paix n'est pas naturelle. Et quand il faut... c'est un travail quotidien de maintenir la paix. Parce que justement, ces 30 ans de Matignon puis de Nouméa, quand vous parlez de l'exception calédonienne, par exemple, vous allez peut-être y revenir, les Calédoniens ont l'impression que c'est... Eh bien, vous savez, au terme de cette période-là, dite des événements, nous avons réussi, et nous avons décidé, à suite de négociations, de discussions, un soir de juin 88, nous avons décidé de construire ensemble notre avenir, et c'est tout le sens de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et cette exception calédonienne que vous évoquez, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Et ça, c'est... Eh bien, nous sommes des adversaires politiques. Nous restons des adversaires politiques, pourquoi ? Parce que nous avons des convictions différentes, c'est bien normal. Mais, en juin 1988, nous décidons d'agir comme des partenaires. Des partenaires, c'est-à-dire, nous avons signé, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre un même projet. C'est ça, Matignon et Oudinot. C'est ça. Et nous avons porté ce projet en tant que partenaires. Ça a duré un moment. Et à tel point d'ailleurs qu'en 1995, l'Union calédonienne et nous, conscients que nous commencions à nous apprécier, à travailler ensemble, nous avons décidé, ensemble, par consensus, d'éviter le référendum binaire pour ou contre l'indépendance qui devait avoir lieu en 1998. Et pour contourner ce référendum, nous avons négocié l'accord de Nouméa. Donc là, nous étions encore partenaires. Malheureusement, quelques années après, tout ça s'est parti en vrille. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment parti en vrille ces 10 dernières années, sous le mandat de François Hollande et sous le premier mandat du président Macron. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Nous sommes redevenus, malheureusement, aujourd'hui, le constat, au-delà de dire est-ce que l'accord de Nouméa existe encore, c'est secondaire.
ceux qui étaient des adversaires politiques parce que nous avions des convictions différentes, mais néanmoins partenaires pour porter un même projet, aujourd'hui, les mêmes sont devenus des adversaires. Nous sommes redevenus des adversaires. Donc la question est de savoir, effectivement, comment on en sort. Parce qu'effectivement, quand on entend les indépendantistes aujourd'hui, et on sort de leur congrès, on a entendu les déclarations plus ou moins virulentes des uns et des autres, et puis cette volonté de revendiquer toujours l'indépendance, naturellement, la pleine souveraineté, voire l'indépendance avec partenariat, avec des propos parfois qui ont choqué. On a l'impression qu'on est loin, effectivement, de retrouver un véritable apaisement ou un véritable partenariat. Non, mais sur ce sujet de l'indépendance, moi, aujourd'hui, je veux vous dire les choses. Je veux que celles et ceux qui nous écoutent entendent des choses peut-être qui n'ont jamais été dites. J'ai beaucoup de respect pour mes adversaires politiques, parce que je sais que lorsqu'on en a des convictions, on est amené à les défendre, quel qu'en soit le prix, sauf à être toujours du côté du manche. Mais quand on a des convictions, moi je salue celles et ceux qui les défendent. Sauf que, la question qui se pose, c'est de savoir si nos adversaires sont vraiment indépendantistes. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendantistes ? Moi je soutiens que, et d'ailleurs on le voit bien, ils ne sont pas capables de faire un pas de côté, devant ou en arrière, sans se réfugier dans les bras de l'État colonial, de l'État colonisateur. Et l'État colonisateur les porte à bout de bras depuis 40 ans. Et cependant, ils restent indépendantistes. Pourquoi ? Parce que, je l'ai exprimé souvent, je l'ai expliqué souvent, c'est une question d'identité. C'est une question avant tout identitaire. Alors, ok, ils restent indépendantistes. Mais pourquoi l'indépendance ? Parce qu'en fait, ils veulent exercer le pouvoir. Ils veulent exercer le pouvoir et décider de notre sort. De décider quelle est la place de celles et ceux qui ne sont pas assimilés au peuple premier. Voilà, c'est ça. Okay, je vous le dis aujourd'hui, et j'aimerais bien que quelqu'un conteste cette analyse. Ils veulent exercer le pouvoir. Et celui qui leur a dit, vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches, et puis en 88, je rappelle que François Mitterrand était président de la République, Michel Rocard, Premier ministre. Mais le premier qui leur dit ça, et qui le leur écrit, il s'appelle François Mitterrand. Okay, c'est François Mitterrand. Il leur dit, si je vous donne l'indépendance, c'est écrit noir sur blanc, je ne l'invente pas, je peux vous donner les sources. Si je vous donne l'indépendance, ce n'est pas vous qui la gérez parce que vous n'êtes pas majoritaire. C'est tout, c'est ça, c'est clair, c'est dit. Eh bien, néanmoins, ils ont tout fait ces 40 dernières années pour avoir des outils qui leur donnent exclusivement le pouvoir et décider de notre sort. Eh bien, ce que je veux affirmer aujourd'hui, de façon que nos concitoyens, nos compatriotes en aient conscience. La fin de l'accord de Nouméa, la fin du cycle référendaire, arrivé au bout du 3e référendum, eh bien, le choix qui a été fait par les Calédoniens, dans leur majorité, donne à cette majorité autant de droits sur cette terre que les autres. Jusqu'ici, et c'était tout le sens. D'ailleurs, vous savez, j'ai été étonné. J'ai relu le document de l'Union calédonienne, là, qui a été distribué à Bourail là, ce week-end, et je constate quoi. Il y a 3 dates. 1977, 1777, revendication de l'indépendance. 1998, accord de Nouméa. Et 2022, pas trop, on renouvelle la demande d'indépendance. Et 1988, c'est où, là ? Où Jean-Marie Tjibaou, il n'a jamais existé en 1988 ? L'Union calédonienne n'existait pas en 1988 ? Donc vous croyez que même l'Union calédonienne aujourd'hui est... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire pourquoi il commence l'histoire en 1977 ? Revendication indépendantiste. Et là, vous avez Naville-les-Roches. Okay, et à Naville-les-Roches, l'État colonisateur, reconnaît le droit du premier occupant. Ça veut dire que vous avez les accueillants d'un côté et les accueillis de l'autre. Les accueillis, c'est nous. Même si, pour nombre d'entre nous, nous ne sommes pas venus ici volontairement. Hein. La fameuse notion de victime de l'histoire qui est née à ce moment-là. Eh bien maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'à l'issue de ce processus référendaire, et ce n'est pas... je veux dire, j'attaque personne là. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de remettre en cause les convictions des uns et des autres. Eh bien, à l'issue de cette trajectoire, à l'issue de ces 30 années, nous sommes aujourd'hui chez nous, comme les autres. Nous avons tous les mêmes droits. Parce que, encore une fois,
Vous savez, il y a un enfin, j'incite les Calédoniens à relire le préambule de l'accord de Nouméa. C'est un très beau texte. Mais dans ce texte, on évoque effectivement les ombres et les lumières de la colonisation. Mais pendant ces 20 ans-là, qui était responsable de ça? L'État où il est, là, on ne l'a pas vu, là. On l'a pas vu. C'est nous, en fait, qui, depuis 20 ans et même plus, avons revêtu, ou en tout cas, on nous a mis sur le dos, la chemise, là, hein, du colonisateur. C'est nous qui avons porté ça. Lorsqu'il y a eu les 3 référendums, où était l'État? L'État a pris une position là-dessus? Jamais. Jamais. Hollande, c'était l'équidistance. Le président Macron, c'était l'accord, tout l'accord, rien que l'accord. Mais surtout, vous ne me demandez rien. Moi, je suis aux abonnés absents. C'est nous qui avons fait le boulot. Et donc aujourd'hui, nous avons les mêmes droits que celles et ceux qui étaient sur cette terre. Et nous avons non seulement... Et je veux que les Calédoniens s'approprient ça, de façon que... Et leur vérité, c'est ça leur véritable identité aujourd'hui. C'est qu'ils sont ancrés sur cette terre. Mais ça, les indépendantistes sont prêts à l'accepter, l'ont accepté. On a l'impression qu'ils sont un peu dans le déni quand même depuis un an. Hein. Est-ce qu'ils veulent accepter des droits équivalents, des légitimités équivalentes? Après, il y a aussi un jeu de rôle. Hein. Mais, je vous le répète, l'État n'est jamais là quand on a besoin de lui, mais il est partout en même temps. Vous savez, c'est une main invisible. Hein. Et les indépendantistes ont bien compris la musique, ils connaissent bien la musique depuis longtemps. Hein. Et donc ceux qui veulent pas nous dire à nous directement, ils le disent à l'État. Et ce que l'État ne veut pas leur donner, l'État fait pression sur nous pour que ce soit nous qui acceptions. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, en tout cas, c'est très simple dans ma tête. Hein. Alors maintenant, bon, ça c'est derrière nous, on va tourner cette page. Et cette page, c'était quoi, Elisabeth? Qu'est-ce que c'était ça? En acceptant le préambule de l'accord de Nouméa, nous avons comment dirais-je, en rédigeant, en signant cet accord de Nouméa, en acceptant l'accord de Nouméa, nous avons participé à réparer le passé. C'est ça qu'il faut. Certes, il y a eu des ombres. C'est vrai, c'est pas la peine. Eh bien, nous avons contribué à réparer le passé. Parce que nous devions effectivement réparer le passé. Hein, l'identité kanak, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, c'était pas dans les institutions. Le rééquilibrage. Je veux rappeler quand même que sur toute la matière fiscale prélevée sur le territoire, vous en avez 50% qui sont attribués au nord et qui sont attribués aux îles, alors que 75% de la population vit dans la province sud. 50% des recettes fiscales égale, pour faire vivre 75% de la population. Et vous en avez comme ça des exemples. Donc nous avons contribué à réparer le passé parce que c'était nécessaire. Mais maintenant, cette page, elle est tournée. La fin du processus référendaire, on tourne la page là maintenant. Nous avons réparé le passé et on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. Mais maintenant, nous avons les mêmes droits. La question qui se pose, c'est projetons-nous maintenant pour construire notre avenir. Il faut maintenant, nous en sommes à la phase où nous devons construire notre avenir. Et donc, comment maintenant? Comment, avec quand même une question, vous estimez, donc on a tourne la page du passé, en quelque sorte le préambule de l'accord et l'accord de Nouméa en lui-même, c'était l'acte de décolonisation qu'ils ont à la bouche, qu'ils réclament en permanence aujourd'hui. Vous estimez que vous savez, il terminé cette page aussi. Alors après, chacun interprète comme il a envie d'interpréter, mais l'acte de décolonisation, c'est l'accord de Nouméa. C'est ce que je viens de vous dire. Nous payons nos impôts, 50% de nos impôts sont destinés à 35% de la population. Okay, le rééquilibrage, c'est ça. Aujourd'hui, comment dirais-je, la représentativité des provinces nord et îles au Congrès, par exemple, il y a une surreprésentativité.
Alors évidemment, ça s'est aggravé avec le gel du corps électoral, que nous ne voulions pas et pour lequel on n'a jamais signé l'accord de Nouméa pour ça. Bref, c'est ça l'acte de décolonisation. Je vous le disais tout à l'heure, l'identité kanak, etc. Et puis il y a encore beaucoup d'autres exemples. Donc, on a réparé le passé, il faut construire l'avenir, et c'est évidemment ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Comment on le construit? Encore une fois, on a l'impression qu'on s'en sort pas, qu'on tourne en rond et qu'on ne sait pas, notamment comment rétablir éventuellement le dialogue, comme tout le monde. Rétablir le dialogue, vous savez, le dialogue, il n'a jamais... ça aussi, aujourd'hui, c'est un terme qui a été tellement galvaudé, et qui est tellement usé. Rétablir le dialogue, on engage le dialogue, oui, alors. Difficile d'engager, enfin bref, on n'est plus à engager le dialogue. C'est la confiance qu'il faut rétablir plus que le dialogue. Certainement. Pourquoi? Parce que, je vous le répète, avant 88, nous étions des adversaires résolus. Grâce à la poignée de main et grâce à l'accord de Matignon-Oudinot, nous sommes devenus des adversaires, mais partenaires. C'est ça, l'exception calédonienne, pour porter un même projet. Nous sommes redevenus des adversaires. La question est de savoir comment, aujourd'hui, rétablir effectivement la confiance pour redevenir des partenaires. Et ma conviction, c'est qu'il n'est pas encore le temps de la confrontation des projets. Il y en a, j'en connais pas beaucoup, des projets institutionnels, moi j'en ai mis un sur la table. Nos amis indépendantistes parlent de partenariat, indépendance, machin, enfin bref, beaucoup de choses. Mais je suis convaincu ce n'est pas encore le temps de la confrontation des projets, qu'il y a d'autres étapes à franchir avant d'en arriver là. Pourquoi? Parce que si nous ne redevenons pas partenaires, ce seront des oppositions en permanence. Et il n'y a pas de place pour... Il est impossible de construire notre avenir dans l'opposition, dans des oppositions permanentes. Donc il faut revenir à la notion de partenaire. Comment faire? Je suis convaincu que ça doit être la première étape. Nous devons être capables, entre les mouvements indépendantistes, parce que vous aurez compris qu'il n'y en a pas qu'un. On est toujours en train de tirer à boulet rouge sur les loyalistes qui sont divisés, mais comme par hasard, ni la presse, ni le troisième partenaire ne relèvent les oppositions profondes au sein du monde indépendantiste, qui ont d'ailleurs eu des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord de Nouméa ces dernières années. Enfin, bref, c'est accessoire, mais enfin, il faut quand même le savoir. Il faut donc que les indépendantistes, dans leur diversité. Dans leur diversité, et nous, dans nos diversités, qu'on soit face à face. Pas une table ronde, là. Okay? Il faut qu'on soit face à face et qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise les choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour en arriver là aujourd'hui? Les responsabilités sont nécessairement partagées, mais nous devons nous dire les choses. Tout ce qu'on a, vous savez, c'est une thérapie de groupe, là. Tout ce qu'on a dans les tripes, il faut le mettre sur la table. Il faut le dire. Et ça ne sert à rien d'aller le dire à Paris dans une bilatérale. Il faut le dire là, en face, nous, sans intermédiaire. Ça veut dire que nous sommes des adultes aujourd'hui. Il faut se parler comme adultes, comme des adultes. Et on n'a pas besoin de l'État. Là, autour de cette table. Il faut qu'il nous laisse. Il faut qu'il nous laisse. Même si ça doit durer, même si ça doit durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il faut qu'on soit capable de se parler. Même si on doit taper sur la table, s'en aller et se revoir 15 jours après, peu importe. C'est un passage obligé. C'est un passage nécessaire, je vous le répète, parce qu'il n'y a qu'une solution pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on soit capable, c'est que nous nous comportions à nouveau comme des partenaires et pas comme des adversaires. Et la solution, elle ne se trouvera pas à Paris,
La solution, elle est ici, entre nous. Voilà. Vous voulez pour prendre un mot à la mode, des bilatérales indépendantistes, non indépendantistes à Nouméa pour essayer de crever l'abcès et d'essayer de renouer des relations de partenaires, quoi. Oui, mais absolument. C'est incontournable. Il faut se dire les choses. Y compris, vous savez, qu'aujourd'hui, c'est comme chez nous, vous avez une génération qui n'a pas connu les malheurs que nous avons, que les uns et les autres ont subis dans leur chair, dans leur famille, etc. Il y a peu de temps. Aujourd'hui, vous avez une partie de la population et une partie des responsables politiques qui, depuis 30 ans, considèrent que la paix, c'est naturel, que tout va bien se passer, que finalement, bon, il y a des élections, on s'oppose, on se dit, on se balance tout et n'importe quoi à la figure, ils pensent que ça n'aura pas de conséquences. Ben non. Et c'est de ça qu'il faut parler. Y compris avec la nouvelle génération, il faut qu'on soit capable, à quelques-uns, dans les deux camps, de dire « mais si on en arrivait là, voilà ce qui s'est passé ». C'est ça que je veux vous dire. Il faut se réapproprier cette histoire qui nous permettra, je l'espère, eh bien, de mieux nous comprendre. Et puis de se dire, ben oui, effectivement, pour l'avenir, on n'a pas d'autre choix que de se retrouver, d'agir en partenaire, même si chacun conserve ses convictions politiques. Et vous pensez que chez les indépendantistes aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à se livrer à cet exercice, à revisiter avec vous le passé moi je ne désespère de personne, et puis et bien évidemment, parce que je suis persuadé qu'au fond de même, c'est bon, les doctrines c'est bien, hein, les papiers que d'autres écrivent et ok c'est bien, mais à un moment il faut être pragmatique. Et puis c'est ce qu'attend aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie, elle doit se situer dans le XXIe siècle. On a alors justement, je reviens à ça, la puissance industrielle que la Calédonie doit, la puissance industrielle qu'elle doit redevenir, eh bien ça ne peut pas se faire dans l'adversité. Hein. Si on n'est pas des partenaires pour remettre tout ça en ordre, on n'y arrivera pas. Eh bien, la jeunesse nous le reprochera, bien évidemment. Et quelle que soit la couleur de cette jeunesse. Hein. Admettons qu'on arrive à établir ce dialogue, rétablir cette confiance, vous redevenez des partenaires adversaires, et vous faites quoi ? Il y a un moyen de construire un projet d'avenir ensemble à nouveau, comme ça a été possible ces 30 dernières années ? Oui, mais je pense que là aussi, parce que, encore une fois, chacun doit, et chacun est en droit plutôt de conserver ses convictions profondes. Moi, c'est pas parce qu'il y a eu 3 référendums que je dénie à mes adversaires, et j'ai beaucoup d'amis parmi les indépendantistes, défendre ce qu'ils pensent être bon. Sauf que on a en charge une population et notre avenir ne peut pas se construire dans des oppositions. Alors, il me semble, si on arrive à franchir avec succès, si on arrive à se dire les choses, et puis que finalement on se dise, ben oui, nous avons intérêt, la Calédonie que nous représentons a intérêt à ce que nous redevenions des partenaires. Je ne pense pas qu'il soit encore le temps de rentrer dans le dur de la négociation institutionnelle, des projets contre projets. Non. Et il faut avant passer par une autre case qui est celle des fondements, là. Des fondements sur lesquels nous allons bâtir la solution institutionnelle. Ces fondements ou ces fondations, ce sont les valeurs. Vous savez, nous avons beaucoup travaillé il y a quelques années sur une charte des valeurs et il faut probablement la reprendre. Bon, moi, je m'y étais... ça s'était mal terminé à un moment parce que certains responsables politiques voulaient que cette charte des valeurs éclaire le référendum. Mais ça ne peut pas éclairer le référendum. Le référendum, c'est oui ou non. Maintenant que les référendums sont derrière nous, il faut reprendre ce travail-là. Pourquoi ? Et il faut que nous débattions sur les valeurs partagées, sur les valeurs que nous devons partager pour, encore une fois, établir les fondations de l'architecture institutionnelle. Et ces valeurs... Oui, il y a longtemps, il y a plusieurs années, hein, vous-même, vous les aviez énoncées, vous aviez énoncé un triptyque de valeurs qui étaient les valeurs
républicaines, les valeurs kanak et océaniennes et les valeurs chrétiennes. Chrétienne. Vous en restez à ce socle de valeurs et vous le déclinez, vous estimez c'est vraiment les fondamentaux de la société calédonienne? Ça, ce sont les valeurs qui structurent notre société. Et certains d'entre nous peuvent se retrouver dans certaines valeurs et puis pas dans d'autres. Mais en tout cas, elles structurent. La question qui devra nous préoccuper, c'est quelles sont nos valeurs partagées. Partenaires partagés. Quelles sont les valeurs partagées? Et ce sont ces valeurs partagées que nous devrons construire, je le répète, notre édifice institutionnel. Ces valeurs partagées, c'est pas difficile. C'est par exemple la liberté de circuler. Ça paraît évident à tout le monde. C'est la liberté religieuse. Alors évidemment, la Calédonie a cette chance d'avoir été structurée par des valeurs chrétiennes. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs en 1985, 87, je me souviens plus bien, mais ça a permis de reconstruire les familles après tous ces événements. Mais c'est la liberté d'entreprendre. Ça paraît évident à tout le monde, mais non. La liberté du commerce et de l'industrie. Je connais des marxistes, par exemple, qui considèrent qu'il ne doit pas y avoir d'initiative privée. Ça n'existe pas, l'initiative privée. Tout doit être géré par la puissance publique. Et il n'y en a pas loin d'ici. Okay. Donc il faut revenir, il faut liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie. Mais ça peut être aussi la liberté, par exemple, la propriété privée. Est-ce qu'on est d'accord, eux et nous, pour affirmer que la propriété privée, il n'est pas possible de porter atteinte à la propriété privée? On l'a écrit un peu dans l'accord de Nouméa, mais il y a eu de différentes interprétations. Mais ça ne veut pas dire que la propriété coutumière n'est pas considérée. Mais propriété privée, il faut qu'elle soit, il faut que ce principe-là soit consacré, parce que c'est amené à s'appliquer à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. L'égalité entre les femmes et les hommes. Ça aussi, c'est pour certains en Calédonie, c'est un sujet qui est une préoccupation, dont il faut parler. Parler de la liberté religieuse, mais son corollaire, la laïcité, par exemple. Bon, tout ça n'est pas... je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais c'est ça dont je veux parler. Il faut parler de ça. Il faut qu'on réussisse à évoquer ça et à poser ça comme des principes incontournables, des principes qui s'appliquent à tout le monde. Et sur cette base-là, construire le statut qui viendra après. Bien sûr. Mais ça, encore une fois, ce sont des sujets qui nous appartiennent, ici, aux acteurs locaux, aux forces politiques locales, aux responsables politiques locaux. Si nous parvenons, je pense que ce ne sera pas un chemin bordé de roses, mais on y arrivera. Persuadé qu'on y arrivera. À ce moment-là, il faudra se retourner contre l'État. Enfin, il va falloir se retourner vers l'État. Et que l'État, parce que c'est quand même en finale, il va y avoir une réforme constitutionnelle pour rebâtir des institutions nouvelles de la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir un débat au Parlement. Donc moi, ce que je suggère, c'est que à ce moment-là, l'État se charge de mettre en œuvre avec ses juristes et qui voudra traduisent en dispositif institutionnel les équilibres que nous aurons trouvés ici, notamment sur les valeurs et sur les grands principes. Voilà. Donc l'État n'intervient dans le jeu, dans la recherche du statut, que ultérieurement, après qu'il ait été défini ici localement. Oui, il ne sera jamais loin. Pour faire simple. Il ne sera jamais loin, mais pour faire simple, chaque chose en son temps. Et puis, je pense que, encore une fois, le vivre ensemble, la vie au quotidien,
le savoir-vivre ensemble, c'est quand même nous que ça concerne. Hein, c'est notre bien-être au quotidien, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, l'avenir de nos familles, etc. Vous savez très bien que l'État, il voit ça loin, hein, et c'est nous que ça concerne. En revanche, lorsqu'il s'agira de mettre tout ça en œuvre, je pense qu'il est déterminant que ce soit l'État qui s'en charge et qui nous fasse des propositions. Mais, je n'ai pas terminé, de dire, si jamais, même si je reste très optimiste. Mais c'est ce que j'avais demandé, si jamais on sent que la confiance n'est plus possible et que vous restez adversaire, il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité. Certes, le président du gouvernement est indépendantiste, le président du Congrès est indépendantiste, le président du Conseil économique social est indépendantiste. C'est quand même un peu étonnant. En termes de partage du pouvoir, c'est quand même... Eh bien, tout ça, ces personnalités qui incarnent ces différentes institutions ont toute légitimité électorale. Parce que tout ça est la conséquence du gel du corps électoral. Mais quelle est leur légitimité politique pour s'être approprié toutes ces institutions? Quelle est leur légitimité politique? Alors que, lorsqu'il s'agit du référendum, ils sont minoritaires. Ça pose quand même question. Et donc, si jamais il ne peut pas y avoir de rapprochement, si, par malheur, nous n'arrivons pas à retrouver le chemin d'un partenariat, eh bien, je pense qu'il faut se retourner vers l'État et que l'État mette en œuvre un statut qui donne le pouvoir à la majorité. C'est tout? C'est clair? Parmi les questions qui se posent et qui font débat encore, alors qui pourront peut-être se résoudre par la confiance ou non, et vous le savez, c'est récurrent dans le débat, celle du corps électoral, vous y faisiez allusion. Est-ce que, si vous voulez rétablir le pouvoir de la majorité, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le corps électoral gelé? Et on sait que ça a été l'un de vos combats pendant longtemps. C'est évident, parce que d'abord, la Cour européenne des droits de l'homme, en 100 ans, a donné son avis là-dessus, hein, a dit que ça ne pouvait être que provisoire, enfin que ça ne pouvait pas être permanent. Mais je vous le répète, lorsque nous avons signé l'accord de Nouméa, c'était un corps électoral glissant. À partir de 10 ans de présence sur le territoire, les nationaux français pouvaient participer, s'approprier devenaient des citoyens, et donc pouvaient participer aux élections provinciales. C'est ça que nous avons signé. Celui qui, pour des raisons qui lui appartenaient, Jacques Chirac, l'État a imposé par une délibération, au Congrès à Versailles, un corps électoral gelé. Donc ça, c'est l'État. C'est l'État. Okay, c'est le Parlement. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat, dans leur majorité, qui ont décidé du corps électoral gelé en Nouvelle-Calédonie. Eh bien moi, je demande à l'État de réparer ça maintenant. C'est à l'État de trouver la solution. Et quand j'entends les uns et les autres argumenter, donner des chiffres, 10 ans, 15 ans, tout ça, ça n'a pas de sens. L'État a décidé de nous imposer sur cette terre un corps électoral gelé. Eh bien, c'est à lui de nous sortir de cette impasse. Au moins, s'il a une responsabilité dans notre avenir, c'est aussi celle-là. Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer arrivent à la fin du mois. À quoi ça s'adresse cette visite? Et vous allez les rencontrer, vous allez leur dire ça? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Sans tout dévoiler. Je ne sais pas si c'est le temps de leur dire, mais moi je ne sais pas ce que le ministre de l'Intérieur... je ne sais pas, à part découvrir la Calédonie qu'il ne connaît pas, et je pense que quand on est même quand on a passé une semaine sur cette terre, on ne peut jamais y rester insensible. Et puis, c'est bien de voir les différents responsables ici. Je suppose qu'il a une idée en tête, il ne m'a pas fait partager, je vous rassure. Mais je pense que comme nous, il doit s'interroger sur la méthode.
C'est bien l'agitation, les conventions de partenaires, etc., les bilatérales, trilatérales, enfin il y a beaucoup d'agitation. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pas tant de savoir avec qui on parle, avec qui on échange, vous savez, parce que malgré tout, hein, malgré ce qui se dit ou ce qui se passe publiquement, il y a des coups de téléphone tous les jours, hein, entre les uns et les autres. Faut pas se méprendre. Hein. Alors, je pense que le ministre de l'Intérieur sera à la recherche d'une méthode, probablement. Et le fait d'interroger ici les uns et les autres l'éclairera probablement sur cette méthode à mettre en œuvre. Mais je reviens à ce que je dis là aussi depuis de nombreuses années. Le ministre de l'Intérieur, c'est probablement la responsabilité la plus lourde dans ce gouvernement. Et il n'y a pas que la Calédonie au menu. Hein. Donc je reste persuadé qu'il faut et puis en plus la Calédonie le mérite, une structure dédiée à la Nouvelle-Calédonie qui sera logée, je l'ai dit, à la dernière convention des partenaires, qui doit être logée auprès de la Première ministre à Matignon et supervisée évidemment par le ministre de l'Intérieur. Mais toutes ces qualités, M. Darmanin n'a pas 24 heures de sa journée à consacrer à la Calédonie, alors que pour l'instant, pour le moment et encore pour quelques mois, la Calédonie a besoin qu'on l'accompagne. Tous les jours. Jean, vous êtes sénateur. Quel peut être le rôle du Sénat? Vous avez souvent dit que le Sénat aurait un rôle à jouer dans la définition du statut ou dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous sentez vos collègues mobilisés autour de vous arrivez à les sensibiliser à la question calédonienne? Oui, et puis le témoignage de cette mobilisation, c'est la mise en place, la mise en œuvre d'une mission institutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie, qui est présidée par François-Noël Buffet, le président de la commission des lois, et accompagné de Philippe Bas, de Jean-Pierre Sueur et de Hervé Marseille, et bien sûr avec une grande proximité du président du Sénat. Mais ce que je veux dire à mes compatriotes, c'est que actuellement, le gouvernement de la France, vous savez, il est bancal. Hein. Vous avez une partie à gauche, vous voyez de qui je veux parler, une partie de droite, avec une première ministre qui est une femme de gauche, revendiquée. Donc c'est difficile de faire fonctionner un gouvernement quand vous êtes comme ça c'est un peu un gouvernement bancal. Et puis un président de la République qui n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça rend beaucoup plus complexe les choses. Et je comprends qu'actuellement, ce gouvernement, il s'agite un peu sur la Calédonie, mais ils ne peuvent pas avoir de feuille de route à court terme, puisqu'ils vont s'appuyer sur qui? Alors qu'au Sénat, il y a une majorité. Hein. Au Sénat, il y a une majorité, et le Sénat ne fonctionne pas comme l'Assemblée nationale. Et le président Larcher est très attentif depuis de nombreuses années au sujet de la Nouvelle-Calédonie et de son avenir. Donc cette mission institutionnelle dont je vous parlais travaille beaucoup sur des propositions. Et il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, cette mission publie ses travaux avec probablement quelques propositions. Et donc vous disiez tout à l'heure, mais le Sénat est incontournable. C'est là que ça va se passer. Et vous restez optimiste, vous pensez que vous allez arriver à faire que les gens se reparlent, à retrouver des partenaires aujourd'hui, à faire en sorte que les adversaires redeviennent partenaires? Encore une fois, oui, c'est une question de méthode. Et puis surtout, je pense qu'il faut renouveler cette confiance. Et cette confiance, ça passe par des femmes et des hommes, et notamment à Paris, qui s'y consacrent pleinement. Et pour qui c'est pas seulement le temps d'un ministère ou le temps d'une présence dans un cabinet ministériel. Encore une fois, la Calédonie, de par son histoire, mérite mieux. Et puis surtout, de par ses perspectives. Essentiel. Encore un mot pour conclure, Pierre Frogier. On va rester dans la politique nationale. Dans la perspective de l'élection du président des Républicains, vous avez un candidat, vous soutenez quelqu'un? Ah ben oui, mon candidat c'est Bruno Retailleau, vous le savez. D'abord parce qu'il préside notre groupe au Sénat, et puis ensuite parce que à tout moment j'ai eu
c'est une personnalité très attentive à notre avenir, à nos équilibres. Et d'ailleurs, on s'interpelle souvent au Sénat, lui m'interpellant comme étant l'homme du Pacifique et lui l'homme de l'Atlantique, parce que c'est un Vendéen, donc il connaît aussi, il a une notion de ce qu'est la France au travers des océans. Et il est venu en Calédonie il y a pas si Oui, longtemps. oui, bien sûr. Ouais. Pierre Frogier, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Je vous remercie. Un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir juste après notre édition de 17h45 et que vous pourrez retrouver dans un instant en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous.